Eh bien, bonsoir et bienvenue dans ce 50e épisode de Divergence politique. Divergence tout court, pardon, sur Divergence politique. Bah voilà. Xavier Moreau, Fabrice Orlin, messieurs, comment allez-vous? Impeccable. Ça va. Merci. Bon, eh bien, si vous êtes prêts à fêter ce 50e épisode avec actualité, je rappelle, avant de lancer le petit générique, que vous avez voté, vous avez été nombreux à voter sur le canal Telegram de Divergence Politique pour ce 50e épisode. Bah alors voilà, c'était assez serré, vous le voyez dans les résultats. La France dégradée 14%, Charlie Kirk 13%, et bien entendu l'Europe qui se prépare à la guerre. Alors là, il y avait une majorité d'entre vous qui voulaient qu'on parle de ce thème. Donc, ceci étant, sur Charlie Kirk et la France dégradée, eh ben, du coup, on a décidé, quand on aime, on compte pas. Donc, on a décidé, vous le voyez sur l'affiche, de parler des deux thèmes. Et bien entendu, le thème principal, eh bien, ce sera là l'Europe qui se prépare à la guerre avec la Russie. Tout de suite, petit générique. Et bien, comme on est au 50e, c'est une date anniversaire. On va vous lancer le générique original de Divergence politique. À tout de suite. On va pas interdire les plans à trois, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour. Le bruit et la fureur. Rien à foutre. Nique ta mère. Madame Pécresse, c'est Madame Pinter 02. À Pinter 02, elle appellera à voter pour Emmanuel Macron. Silicon Valley en Seine-Saint-Denis. C'est plutôt la Silicon voilée, non? Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Au revoir. Ah, le polyamour de Marlène Schiappa, c'est bien un truc de gauche, ça. J'ai pas exactement compris le concept, mais bon, C'est voilà. quand tu trompes ta femme. Ah d'accord, ok, bon bah c'est le mot Ça s'appelle moderne. l'adultère. Ça Voilà, s'appelle c'est le mot l'adultère. moderne pour l'adultère. Messieurs, on va repartir dans nos trois thèmes du coup de la matinée, de la soirée, pardon. On enregistre vendredi matin, comme toujours. Cette semaine, alors, dans l'ordre chronologique, eh bien, on a vu vendredi soir, tard, arriver à dégradation, eh bien, de la note française par l'organisation Fitch. Qu'est-ce qu'on peut dire, Xavier Moreau, justement, de cette dégradation qui était attendue, ceci étant, de la note française? Alors oui, elle était attendue. Ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, c'est pas l'agence la plus grave. Il y a 3 agences principales de notation, c'est Fitch, Standard & Poor's et Moody's. Fitch est la moins influente. Donc ça a tout de même eu des conséquences immédiates, mais qui avaient déjà été anticipées par les marchés. C'est-à-dire que la dette française à 30 ans, elle est maintenant passée à 4,6%, c'est pas rien. Et on a pris 0,5% en plus à 3,06 d'après ce que j'ai vu sur la dette à 10 ans. Donc ça va coûter plus cher. En revanche, là où ça deviendra grave, c'est d'ici 2 mois, on attend Moody's et Standard & Poor's. Et si eux confirment cette dégradation, là, ça peut encore avoir un impact. Et surtout, il y a un impact réglementaire, c'est-à-dire que les fonds d'investissement et les fonds de pension n'ont pas le choix et n'ont pas le droit d'aller acheter notre dette. En fait, ça peut avoir cette conséquence-là qui sera extrêmement grave dans l'immédiat. Ce que ça va avoir avec cette augmentation des taux d'intérêt, c'est que le poids des intérêts de la dette dans le budget français va augmenter, donc c'est moins d'argent pour tout le reste en fait. Et surtout, en fait, ce qu'il va falloir regarder, c'est l'instabilité politique et si le Cornu est capable de produire un budget qui soit un budget sérieux de réforme. J'ai pas l'impression qu'on en prenne le chemin quand j'écoute toutes les âneries à la Piketty, à la Zuckman. Voilà, je pense qu'on est plutôt dans une phase de turbo-socialisme et que va falloir, comme je l'avais dit d'ailleurs souvent, c'est que en fait aujourd'hui les Russes ont complètement abandonné l'idée du socialisme parce qu'ils l'ont expérimenté jusqu'au bout. Voilà, en décembre 91, on peut estimer que les Russes avaient tout essayé par rapport au socialisme. Les Chinois, eux, c'est Deng Xiaoping en 79, ils avaient compris qu'il fallait arrêter. Nous, les Argentins, c'était il y a 2 ans, et puis nous, ça va être, je sais pas encore combien de temps il va nous falloir pour comprendre que il faut créer de la richesse, que le but c'est pas de se battre contre les inégalités, mais
contre la pauvreté. Voilà, c'est des conceptions complètement différentes. Et quand on écoute le discours public aujourd'hui en France, on n'y est pas encore. Aujourd'hui, c'est les théoriciens du socialisme à la française que je viens de citer, Piketty, Zuckman, là maintenant on vient de les découvrir, qui nous expliquent que si ça peut fonctionner, que le problème dans le pays le plus taxé du monde, c'est qu'il n'y a pas assez de taxes. Donc, pour l'instant, je vois aucune raison d'être optimiste. Ouais. Bon, je te rassure, il y aura bientôt de nouvelles taxes. Ça, c'est certain. Alors, Fabrice, ceci étant, l'INSEE nous a sorti les indices économiques et nous a expliqué que, en fait, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il n'y a pas de panique à avoir. C'est nous qui comprenons rien, en fait. Fabrice, est-ce que tout va bien? Non, mais ce qui est dingue, en fait, c'est qu'on entend depuis des années et des années toute la classe dirigeante politique dire que si on a énormément de dettes, parce qu'il faut rappeler quand même qu'aujourd'hui, le montant de la dette française, c'est environ, je crois, 3 350 milliards d'euros. 3 350 milliards d'euros, que c'est toujours de la faute des Français. Or, ce qui est intéressant, c'est que l'agence de notation Fitch a déclaré dans son communiqué qui a suivi la dégradation de la note française, que s'ils avaient dégradé la France, c'est que la France possédait le plus haut ratio impôt PIB des pays de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on était déjà au maximum, qu'on est le pays le plus imposé de l'Union européenne. Et ils disent, voilà, parce que la France impose déjà énormément d'impôts aux Français et qu'en plus il y a une instabilité politique et qu'on ne fait plus confiance au gouvernement français, parce que ça fait quand même déjà plusieurs fois que Fitch nous dit normalement la France devrait être dégradée, mais on fait confiance au gouvernement pour redresser la situation. On a dit c'est bien les seuls aujourd'hui, mais ils ne sont pas français, peut-être qu'ils ne comprennent pas tout, mais c'est bien les seuls à pouvoir faire confiance au gouvernement français quand on voit l'instabilité politique qui règne depuis des mois. Mais fermons la parenthèse. Donc en réalité, donc ils nous disent dans leur communiqué, voilà, la France est déjà le pays le plus taxé, et en plus il y a une instabilité politique, on ne peut plus faire confiance donc au gouvernement et on dégrade la note française. Mais ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en réalité, la France, les Français ne sont pas responsables, bien évidemment, de la dette qui existe aujourd'hui. Ce sont bien les politiques, puisque les Français payent, continuent à payer et vont payer plus. C'est ça le drame, c'est qu'aujourd'hui, alors Xavier en a parlé un petit peu, donc 3 350 milliards d'euros de dette. Aujourd'hui, la France rembourse en intérêt de la dette 55 milliards d'euros. Comme les institutions, parce qu'il faut rappeler quand même que 60% de la dette française est détenue par des étrangers, d'ailleurs c'est assez opaque, on ne sait pas qui possède 60% de la dette française, on sait que ce sont des fonds d'investissement, des banques étrangères, etc. Mais comme l'a rappelé Xavier, beaucoup de ces institutions ont dans leur charte l'interdiction d'emprunter ou de posséder de la dette d'un pays qui est à A+. Il leur faut le double A ou le triple A. Donc, ils vont vouloir revendre cette dette. Qui pour l'acheter? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est, quoi qu'il arrive, mécaniquement, les intérêts de la dette vont augmenter. Donc, on va passer de 55 milliards de remboursement, ce qui, rappelons-le, représente le deuxième budget de dépenses des impôts. Quand les Français payent des impôts, la majorité, ou en tout cas le deuxième poste de dépense de ces impôts, ça va juste pour le remboursement de la dette. Cette dette, donc ces intérêts de la dette vont augmenter, on va passer de 55 milliards probablement à 65 milliards. Donc qui va payer encore une fois? Voilà, c'est ça la vraie question. Ah, c'est Nicolas qui paye, tu sais. Voilà, ça va encore être Nicolas, ou ça va être donc soit par une augmentation des impôts, ou alors, et moi c'est ce que je crois que tôt ou tard, le gouvernement français va finir par taper dans les économies des Français pour rembourser cette dette. Voilà. Et c'est ça le drame. Le drame, on ne sait pas où on va là. Justement, Xavier, peut-être une petite question. À part, on en fait beaucoup la pub ici sur Divergence Politique. À part venir planquer son épargne en Russie, qu'est-ce qu'il y a comme solution pour la France? Alors côté américain, eux, ils ont été beaucoup plus malins parce que Trump a commencé à dire, finalement, on va effacer la dette américaine avec le Bitcoin et les crypto-monnaies. Bon, en France, on n'a pas de pétrole, on n'a pas on commence à plus avoir d'idées et en plus on n'a pas de crypto. Alors comment on fait? Non, mais pour le français, je dirais le particulier, moi je vois deux solutions. C'est l'achat d'actions
puisque c'est quand même beaucoup plus difficile. C'est ce que recommande Charles Gave d'ailleurs. Si vous achetez du Air Liquide ou du Dassault, ça sera beaucoup plus difficile de venir vous les voler que si vous avez l'argent sur votre compte. Et du Bitcoin en autodétention, c'est-à-dire sans passer par Kraken ou Binance, mais par exemple comme des applications comme Phantom où où vos bitcoins vous appartiennent en fait. Et, si vous allez sur Binance ou sur Kraken, en fait c'est comme si vous adressiez à une banque. Ils sont pas vraiment à vous. Donc voilà ce que je vois du Bitcoin en auto-détention et de l'achat d'actions. Mais ce qui est très grave à mon avis dans la mentalité, encore une fois, c'est de la gauche française, pour ne pas changer, c'est cette idée qu'il y a forcément un Grisby à attraper. Pour moi, l'acte fondateur de l'économie de gauche en France, c'est le vol des biens du clergé au moment de la Révolution. C'est-à-dire que on vole les biens du clergé, on les vend. Alors on crée une espèce de classe de rentiers, donc qui achètent pas cher des biens considérables, qui vont être les piliers du régime parce qu'ils ont qu'une seule peur, c'est qu'on leur vole, c'est qu'on leur reprenne ce qu'ils ont honnêtement volé. Et sur ces biens, si tu te souviens, ils fondent une monnaie, les assignats, qui bien sûr va s'effondrer. Mais cette idée que on va pouvoir taper quelque part, il y a un trésor dans lequel on va pouvoir taper et ça va nous permettre de nous refaire. C'est un peu une espèce de joueur accro au jeu en fait. Et donc aujourd'hui, en fait, toute la gauche française qui domine totalement le champ médiatique français, je veux dire, Zuckman qui raconte n'importe quoi, il est sur tous les canaux. Et parce que en fait, si tu regardes tous les représentants des grands partis politiques français représentés au Parlement français, ils veulent tous une taxe en plus. Marine Le Pen dit non, pas la taxe Zuckman, mais j'ai ma taxe à moi. Donc, c'est-à-dire qu'on est au niveau zéro du débat, on est au niveau zéro de la politique économique, puisque la solution en France n'est évidemment, que comme tu l'as rappelé, Fabrice, est le pays le plus taxé au monde, n'est pas de rajouter une taxe. Il est plutôt d'en enlever. Et ça, malheureusement, c'est pas dans les mentalités. Je pense que si, il y a toute une partie de Nicolas, la France Nicolas qui paie, mais elle est de moins en moins nombreuse. Elle en a marre de payer, mais elle n'a pas accès finalement. Elle n'a pas de parti pour les représenter. On a vu qu'il y a Jordan Bardella qui a fait un numéro devant les patrons français. À mon avis, il a convaincu personne parce que tout le monde a bien vu que c'était du média training et qu'en fait il maîtrise aucune question économique. Donc finalement, on va vers plus d'impôts. Et alors paradoxalement d'ailleurs, c'est que si jamais notamment les agences Fitch soit n'ont cessé de noter la France, soit ont maintenu la note en disant on la maintient mais ils la méritent pas, c'est aussi parce que la France est un État répressif. C'est-à-dire que ils savent que, comme disait Renaud, la France est un pays de flics, et donc il y aura toujours des flics pour aller tabasser les travailleurs, les gilets jaunes en l'occurrence, et il y aura toujours les flics du fisc pour venir racketter les entrepreneurs, vous mettre une énorme amende si jamais vous avez loupé une virgule, etc., etc. Donc finalement, le paradoxe aussi, c'est que si la France peut encore, parce que là, on n'a pas assisté à un effondrement, malgré tout, même si on va payer plus cher, comme l'a dit Fabrice, c'est parce que en fait, on est un État policier. Et c'est ça le paradoxe. On n'est pas la Grèce. La Grèce, personne payait d'impôts, tout le monde s'en foutait, et évidemment que. Mais après, encore une fois, le poids, c'est pas le même. Les conséquences de la faillite de la Grèce seront de la faillite de la France seront pas celles de la Grèce parce que c'est exactement le concept américain de ce qu'ils appellent les États too big to fall, trop gros pour too big to fall. Et ce qui va tomber si jamais la France vraiment est sanctionnée par Moody's et par Standard & Poor's, c'est la zone euro en fait. C'est la zone euro qui est menacée. Tu me piques mes questions pour Fabrice et c'est d'ailleurs la dernière question pour finir ce thème. Ce matin, Fabrice, est-ce qu'on doit attendre de la part de Standard & Poor's et de Moody's finalement la même dégradation que Fitch a fait, ou est-ce que Fitch sera finalement le seul à dégrader la France, à ton avis? J'avoue que je l'attendais pas, moi, parce que je pense que ces organismes de notation sont quand même très politisés. Quand on voit d'où ils viennent, quand on voit à qui ils appartiennent, etc., à des grands fonds d'investissement, je crois pas qu'il y ait une objectivité totale. Mais je suis là, force est de constater quand même que donc Fitch a dégradé la France, donc rien n'est impossible pour les deux autres agences de notation. Mais comme l'a rappelé très justement Xavier,
les deux autres agences de notation sont bien plus importantes. Donc, les conséquences pourraient être bien pires que celles qu'on a vues. Mais est-ce que, je pose la question, parce que c'est compliqué là de pouvoir dire oui ou non comme ça, mais moi, je me demande quand même s'il n'y a pas une volonté aujourd'hui de créer une sorte de chaos économique et que... En fait, Macron peut très bien se satisfaire de ce chaos économique. Aujourd'hui, Macron, il est en perdition totale au niveau politique. On voit bien que la France, aujourd'hui, elle est ingouvernable. On change de Premier ministre tous les 6 mois. C'est compliqué, créer une sorte de chaos qu'il n'arrive pas à obtenir parce que au démarrage, faut se rappeler quand même que le but de Macron, c'est d'essayer d'entraîner la France vers la guerre en Ukraine pour pouvoir se maintenir absolument au pouvoir. Est-ce qu'un chaos économique ne pourrait pas le remplacer, ce qu'il n'arrive pas à faire en Ukraine? Donc, je dis oui, c'est possible. Oui, c'est la théorie de Thierry Mariani qui a dit cette semaine dans l'émission, qui a dit effectivement Thierry Mariani Emmanuel Macron va soit par le chaos économique, soit par la guerre, essayer de prendre les pleins pouvoirs pour se maintenir. Allez, messieurs, je suis désolé, on a dépassé même les 15 minutes sur ce premier thème. Tout petit jingle de transition et puis on passe au deuxième thème. On va parler de Charlie Kirk et des conséquences de l'arrestation de son meurtrier. Eh bien voilà, vous l'avez vu dans cette transition. Surtout si vous aimez cette émission, faites un like, partagez-la d'ailleurs avec vos amis autour de vous. Plus on sera nombreux, plus justement on pourra avoir des réactions concrètes et concertées entre citoyens français. Abonnez-vous bien entendu à la chaîne, ça c'est important pour tout ce qui est référencement. Justement, à l'heure où on en parlait hier avec Nicolas Merkovitch, la propagande fait aussi son travail sur les réseaux sociaux, la propagande de nos gouvernements. Et puis, dernier point, qu'est-ce que j'allais dire? Activez la petite cloche, voilà, pour avoir la notification sur toutes les émissions, que ce soit avec Fabrice Sorlin et Xavier Moreau sur Divergence, que ce soit Un autre regard avec Nicolas Merkovitch tous les jeudis, que ce soit désormais à partir d'octobre, 100% janvier avec Claude Janvier, donc tous les mercredis, ou tous les mardis avec Mariani 360, l'émission de Thierry Mariani où on revient sur l'actualité européenne et politique française. Messieurs, alors, Charlie Kirk, parlons-en. On a effectivement appris cette semaine que son meurtrier avait été arrêté. Pas de grande surprise, il s'agit d'un jeune complètement endoctriné au courant wokiste et antifa, ce qui a valu d'ailleurs à Trump de classer le courant antifa comme terroriste aux États-Unis. Est-ce que, et puis même Trump avait préalablement accusé les médias de gauche d'être indirectement responsables de cet endoctrinement et qui rendent des jeunes Américains complètement fous et qui passent à l'acte. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut dire, Xavier, de cette arrestation? Finalement, il n'y avait pas de grand complot derrière, mais ceci dit, il y a quand même une responsabilité de la gauche. Alors oui, moi ce qui m'a frappé, c'est surtout la réaction des gauchistes à sa mort, c'est-à-dire qu'une espèce de jubilation extrêmement malsaine de toute la, sur tous les réseaux sociaux qui se réjouissaient de la mort de Charlie Kirk. Comme je l'ai dit d'ailleurs dans mon bulletin, le jour où Mélenchon mourra, je me réjouirai pas publiquement, et même si à Saint-Louis des Français il y a une messe comme il y en a une pour Jean-Marie Le Pen, et je pense que Mélenchon aura d'ailleurs plus besoin que Jean-Marie Le Pen pour sauver son âme, j'irai à cette messe par exemple. C'est tout à fait. Et ce que je veux dire, c'est le fondement de notre civilisation, et on voit que en fait cette civilisation, le gauchisme en fait, est une contre-civilisation occidentale. C'est le contraire de ce qui a fait notre force et de notre grandeur. Et ça, c'est quand même assez effrayant quand on voit toute cette bande de paumés qui se réjouissent de la mort d'un homme, d'un père de famille assassiné. Ensuite, moi, malgré tout, effectivement, a priori, je pense que je privilégie la thèse de l'acte isolé. On a eu les échanges qui ont été publiés par la BBC où il échange avec son amant visiblement transgenre. Cela dit, ce qui est intéressant quand même, c'est le fait que parmi les théories alternatives, moi j'en ai retenu deux. Il y en a une qui a été dite par un spécialiste des États-Unis dans l'émission de Solovyov-Vecher,
auquel j'ai participé, hein, l'émission c'était lundi dernier. En fait, qui a dit lui il considérait que c'était un coup de l'État profond et que c'était que c'est parce que ça lui paraissait très bien organisé et que c'était une agence privée en fait militaire privée qui avait fait le coup. On peut pas exclure encore une fois à 100% que même si jamais c'est bien sûr ce jeune homme qui a commis le crime, il ait été manipulé. On le voit d'ailleurs, les actes terroristes en Russie qui sont commis par le régime de Kiev. En fait, ils recrutent des gens sur les réseaux sociaux, ils repèrent des tarés, des asociaux, ils leur promettent de l'argent et ils les font aller poser des bombes, ils leur font faire différentes choses. On peut pas l'exclure. Et l'autre théorie, c'est que c'est un coup du Mossad. Et encore une fois, moi, je privilégie la théorie de l'acte isolé, mais par principe, dans la mesure où on est au début de l'investigation, je n'exclus rien. Et alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette théorie. Ce qui est clair, c'est que ça n'a pas plu du tout à Netanyahou, qui a immédiatement réagi en disant que c'était une honte. Mais surtout, ce que ça a révélé, parce qu'en fait, on a montré les dernières discours, les dernières interviews de Charlie Kirk, c'est qu'il y a un virage, qui est un virage de la droite conservatrice américaine, du sionisme, je dirais pas vers l'antisionisme, mais vers le sionisto-scepticisme. Voilà, si on peut dire ça. Et ça, à mon avis, c'est l'autre aspect qui m'a vraiment intéressé. Au-delà de ce crime, c'est des aspects sociologiques. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, on s'aperçoit que le gauchisme est une maladie mentale. Vers nous, on l'expérimente en France. Hein. Et de l'autre côté, on voit que il y a un virage qui est pris par Candace Owen, par Charlie Kirk, par Tucker Carlson. Tucker Carlson, ces théories alternatives que je viens d'évoquer, il en a parlé également. Le fait qu'il y ait une rupture, par exemple, vis-à-vis d'Israël de Charlie Kirk, c'était dans le discours chez les conservateurs, les paléoconservateurs américains. Alors Fabrice, justement, cette rupture dans le courant MAGA vis-à-vis d'Israël, elle a commencé avec, alors la Palestine n'était pas foncièrement, le traitement de Gaza n'était pas forcément ce qui avait créé la rupture, mais c'est l'Iran qui a créé, je dirais, la gestion du dossier Iran-Israël par Donald Trump, qui a créé cette rupture avec le courant MAGA et Israël. Il y a deux événements majeurs qui ont initié cette rupture. Le premier, ça a été l'affaire Epstein, la liste Epstein. Il faut rappeler quand même que Trump avait promis au moment des élections, au moment de la campagne électorale pour la présidence, qu'il publierait cette liste. Et sa base MAGA l'attendait avec impatience. Ils ne l'ont pas eu. Donc là, ils se sont dit qu'il devait y avoir des ramifications tellement importantes ou des choses vraiment très bizarres pour que cette liste qui existait même dans la bouche de Donald Trump, finalement, Donald Trump, on l'a vu, est assez virulent. Alors, Fabrice, on t'a perdu en connexion. Xavier, tu es toujours parmi nous. Oui, je suis là. Voilà. On a une perte. On parlait de cette perte. Je vais pas dire de loyauté, mais en tout cas de lien, de connexion directe entre l'Amérique profonde et Israël. C'est suite à Epstein. Alors, est-ce que Fabrice est revenu? Je pense Alors voilà, pardon. Alors, excuse-moi Xavier, je redonne la parole à Fabrice qui est revenu. Ouais, voilà. On t'a retrouvé. Tu vois, tu parles d'Epstein tout de suite. Bon, plus de connexion comme par hasard. Le complot. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, ça a été le bombardement des Américains sur l'Iran. Et on se souvient que Charlie Kirk avait justement, à ce moment-là, qui représente quand même la base MAGA. Charlie Kirk, il était suivi par des millions de jeunes Américains. C'est, je crois, sur les réseaux sociaux, tout cumulé, c'est plus de 10 millions de personnes qui le suivaient. Et lui avait dit personnellement, parce qu'il est proche de Donald Trump, il lui avait dit il ne faut pas que vous laissiez entraîner dans cette guerre en Iran. Et ce qui est dit par des personnes qui l'ont rapporté, c'est que Donald Trump se serait énervé contre Charlie Kirk en lui disant écoute, ça c'est pas ton affaire, etc. Mais donc tout ça pour dire que ces deux éléments effectivement ont commencé à faire en sorte que des leaders d'opinion de la base MAGA de Trump ont commencé à se poser des questions sur l'influence du lobby israélien
dans la politique américaine. Et c'est Joe ça. Rogan a fait le même cheminement avec la même réponse de Donald Trump. Tu as raison. Comment Donald Trump a remis à sa place, entre guillemets, également Tucker Carlson, Candace Owen. Tu as raison de le dire. L'intégralité de ce qui fait véritablement le socle des influenceurs, des youtubeurs, des blogueurs, appelez ça comme vous voulez, MAGA était quand même unanime sur le fait qu'il y a véritablement un problème de gestion. Et du reste, on a donc des messages qui sont sortis, qui ont été exhumés par des proches de Charlie Kirk, qui montrent les soutiens israéliens, juifs de Charlie Kirk, qui lui avait donné des millions, à son organisation, qui l'ont appelé, qui lui ont envoyé des messages en lui disant mais qu'est-ce que tu es en train de faire, reviens sur le droit chemin, là tu es en train de t'égarer, etc. Donc ça n'a pas plu à certaines personnes et notamment à des proches de Netanyahou. Maintenant, je voudrais, si tu veux bien, juste revenir un petit peu sur le premier point que vous avez abordé, que Xavier a abordé concernant le meurtrier de Charlie Kirk. Moi, en ce qui me concerne, je vais être un petit peu plus tranchant que Xavier. Tu connais donc ma pensée. Je ne crois pas une seule seconde qu'un homme soja de 60 kilos qui vit à la colle avec un trans ait pu avoir le sang-froid pour planifier et mettre en place un meurtre de ce type-là et surtout viser une carotide à 200 mètres avec une arme de ce type-là. Et quand je vois aujourd'hui ce qui se passe de la part de spécialistes américains, d'anciens des forces spéciales, etc., plus en plus de personnes sont en train de remettre en cause le fait que un gars comme donc comment s'appelle-t-il là, le meurtrier Tyler Robinson, voilà, ait pu être le meurtrier. Alors je ne nie pas le fait qu'il y était, on le voit sur les vidéos, mais ça serait pas la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'on ait pu avoir deux tireurs, un qui sert de fusible, qui se fait choper, et un autre beaucoup plus professionnel qui lui arrive à s'échapper. Et parce que pour moi, clairement, c'est une œuvre d'un pro. Et encore une fois, je vois pas qu'un gars de cette trempe, ou plutôt de cette non, enfin, je sais pas comment appeler ce genre de gauchiste. Il faut quand même avoir un sacré sang-froid, s'être entraîné longtemps dans des clubs, etc., pour pouvoir sportif de tir. Pour arriver à faire mouche comme ça du premier coup. Voilà. Donc, je pense effectivement, comme beaucoup aux États-Unis, que c'est l'œuvre plutôt de l'État profond et d'un véritable professionnel. Après, le fait que derrière, le résultat, c'est que Trump vient de dissoudre, ou en tout cas de dire que l'extrême gauche, les Antifa, était une organisation terroriste. Bon, bah ça, c'est la bonne conséquence, on va dire, de cet acte très malheureux. Eh ben voilà, on va en rester là, en tout cas sur la question Charlie Kirk, complot ou pas complot. Eh bien, on le saura dans peut-être ou pas, parce que effectivement, les dossiers avec le temps ne sont pas déclassifiés, même avec Trump. Kennedy, le dossier a été déclassifié, mais il avait été ce qu'on appelle vulgairement caviardé quasiment dans son intégralité. Donc à part la majuscule de début de paragraphe et le point de clôture de paragraphe, il restait plus rien. Quant à Epstein, eh bien Trump a dit liste, quelle liste, je comprends pas, circuler, il y a rien à voir. Donc bon, on verra effectivement avec le temps si Charlie Kirk on a plus d'informations. Pour l'instant, effectivement, quand même, on reste au niveau de la police américaine vers la théorie du tireur isolé, fou, etc. On pourra revenir longuement dessus dans d'autres émissions. Messieurs, allez, petite transition encore, et puis on passe au dernier thème. Mais c'est le thème principal de cette émission, celui que vous avez choisi. On va parler de l'Europe qui se prépare à la guerre. Allez, je remets un petit coup de publicité et on se retrouve après. Allez, voilà, ça va avec le thème, le premier thème finalement dont nous parlions avec cette dégradation de la France. Eh bien, écoutez, si vous êtes inquiet, si vous voulez sécuriser vos économies, mettez-les en Russie, dans un pays, Xavier, tu en parles régulièrement dans ton bulletin de Stratpol ou sur RT en français, dans un pays à l'économie saine
et sécurisante. Contactez-nous, Divergence Politique, sur le site internet divergencepolitique.fr, dans l'onglet Services épargne. Envoyez-nous un petit message, on sera ravis de vous répondre. Alors, messieurs, je vais vous afficher, avant qu'on ouvre le sujet, je vais vous afficher 4 unes qui sont passées cette semaine. Alors, donc, et encore, je les ai pas toutes prises, hein, j'en ai pris 4 quand même, parce que sinon on pouvait y passer la nuit, et on va les commenter. La première, elle nous vient donc tout droit de LCI. Menace russe, l'Europe à l'épreuve. Attention, vignette numéro 2, toujours nos amis de LCI. La Russie bientôt en guerre contre l'Europe, pour l'interrogation. Vignette numéro 3. Russie-OTAN, le signe d'une guerre d'ici 2027. Et on finit par le top du top. Vous l'avez sans doute pas loupé. Ursula von der Leyen était devant le Parlement en ce début de semaine. Elle l'a dit, l'Europe doit trouver le courage de se battre. Ursula von der Leyen est-elle, Xavier Moreau, en train de préparer la guerre contre la Russie ? Je pense que si elle le pouvait, elle le ferait. Mais en revanche, je pense pas qu'elle est assez stupide pour croire que, que la Russie va attaquer, et que que l'Europe est en mesure de se battre contre la Russie. C'est pas possible. On pourrait, si jamais on décide de faire la guerre à la Russie, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais il va falloir entre 5 et 10 ans pour se préparer. Faut changer les programmes scolaires, faut mettre les écoles de garçons d'un côté, les écoles de filles de l'autre. Faut réapprendre d'abord le patriotisme, ensuite l'impérialisme, hein. Puisque là, il s'agit pas seulement de protéger la France, il s'agit d'aller mourir dans les steppes ukrainiennes. Donc tout ça, c'est pas réaliste du tout. Moi, ce que je retiens quand même de cette séquence assez intéressante, c'est le coup des drones. Donc des drones qui, soi-disant, ont été envoyés par les Russes sur la Pologne, donc sans explosifs. On se demande pourquoi les Russes auraient fait ça pour tester les défenses polonaises. Bon, enfin, ça n'a aucun sens. Mais ce qui est intéressant, c'est la réponse et l'interview qui a été donnée par le président conservateur Karol Nawrocki, donc le nouveau président polonais, qui a demandé à avoir de l'armement nucléaire français sur son sol. Et ce qui est ce que j'ai entendu de plus débile depuis longtemps. Alors, en faisant ça, en fait, il réagit aux agitations d'Emmanuel Macron, puisque Macron, pour se faire mousser, puisque nous on a plus grand chose à proposer, mais on a l'arme nucléaire, et la seule arme nucléaire souveraine d'Europe, hein. Les Anglais sont en double clé avec les États-Unis, et donc Macron a proposé le partage de la dissuasion nucléaire, ce qui est complètement délirant étant donné la taille de notre dissuasion, qui est très bien pour la France, mais absolument pas suffisante pour le reste de l'Europe. Et de toute manière, c'était des paroles en l'air. Donc Nawrocki a réagi là-dessus, et il a dit qu'il voulait avoir des armes nucléaires françaises stationnées en Pologne. Or, il n'y a pas d'armes stationnées en Pologne, puisque la dissuasion nucléaire française, c'est des sous-marins, donc nucléaires, qui ont des missiles qui portent sur, je crois que une version là, qui était à l'étude jusqu'à 20 000 km, mais je crois que c'est au moins 6 000 km, donc il n'y a pas besoin de les amener dans la Baltique en plus, où ils seront immédiatement détruits. Donc autant les laisser dans l'Atlantique ou dans le Pacifique. On pourra, si jamais les Russes nous attaquent, riposter sans aucune difficulté. Donc tout ça, c'est du grand impact. Et sinon, on a les ASMP, c'est-à-dire des missiles de moyenne portée qui portent jusqu'à 400-500 km. Donc même si on les mettait en Pologne et qu'ils les tirent de la frontière polonaise, ça arriverait en Biélorussie, ça arriverait pas. Ou alors ils vont qu'ils tirent sur Kaliningrad. Donc ce qui est symbolique de cette sortie de Nawrocki, c'est qu'en fait tout ça, c'est du bavardage. L'Union européenne étant, comme l'a très bien dit Orban, est en voie de dislocation. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais ça va finir comme ça, parce que les promesses de prospérité et de paix ont été bafouées. Maintenant, l'Europe est un espace de pauvreté, de tiers-mondisation, et la paix, en fait, l'Europe nous entraînait dans une guerre pour un pays qui n'était pas membre ni de l'OTAN ni de l'Union européenne. Donc voilà. Donc en fait, bientôt. Voilà, donc en fait, c'est du conditionnement de la population. Alors on parle du nucléaire, on parle de la guerre, et finalement tous ces chefs d'État européens qui sont tous dans la même situation catastrophique à l'intérieur de leur pays en sont là, c'est-à-dire à raconter n'importe quoi sur ces questions-là. Xavier Moreau, avant que la parole, je note que tu as un t-shirt. Alors ça n'a rien à voir avec le logo du Texas. Hein, on parlait des États-Unis juste avant. C'est pas le Texas. Tu t'as pas fait ça en hommage au Texas. Non, c'est le drapeau. Nouvelle-Russie, hein. Nouvelle-Russie. La Nouvelle-Russie.
Fabrice Orlin, allez, on arrête les taquineries avec Xavier. Xavier qui tousse beaucoup d'ailleurs. Je pense que j'ai vu un article du Parisien. C'est le retour du Covid. Xavier Moreau, j'espère que tu t'es fait vacciner cette année. Le Parisien le disait, c'est très important pour être en meilleure santé. Fais-toi vacciner. Voilà. Ça, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que la guerre est perdue. Donc la guerre en Ukraine avait effacé le Covid et hop un petit Covid 25 pour effacer la défaite en Ukraine. Est-ce que le Covid 25 va effacer l'Ukraine? That is the question. Alors je suis pas d'accord, Alexis. C'est pas la vaccination, c'est la polyvaccination. On parlait du polyamour, mais là c'est la polyvaccination qui permet d'éviter le Covid. En parlant de ça, je suis désolé, je lance une plaisanterie. J'ai vu que un Français avait envoyé des préservatifs à l'Assemblée nationale pour qu'ils ne se reproduisent pas. J'ai trouvé ça très drôle. Fabrice Orlin, l'armée française finalement, si elle partait en guerre, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que face notamment à la Russie qui envoie en exercice Zapad 100 000 soldats, est-ce et qu'il y en a, je crois 700 000, a dit Vladimir Poutine sur la zone de guerre ukrainienne. Est-ce que la France, grande nation, justement, saurait inquiéter la Russie de Poutine? Oui, tu l'as rappelé, Vladimir Poutine l'a dit il y a quelques jours qu'il y avait 700 000 soldats russes sur la ligne de front, sans compter donc ceux qui sont en réserve. On peut bien tabler sur plusieurs centaines de milliers. La France, l'armée de terre française, en tout cas l'armée de mêlée, c'est 80 000 hommes. C'est un peu moins de 80 000 hommes, c'est-à-dire c'est le Stade de France. Dans ces régiments-là qui composent l'armée de terre française, il n'y a pas que des régiments d'élite. Et d'autre part, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que donc je vois pas une grande motivation. Là, j'étais en vacances en France cet été, j'ai parlé avec différents amis, certains militaires, etc. Personne n'a envie d'aller en Ukraine. Donc, en fait, ce qu'on peut envoyer en Ukraine au maximum, c'est quelques forces spéciales. Mais tu es en train de me dire que les militaires français n'ont pas envie d'aller mourir pour protéger les habitants de Lviv, les bandéristes de Lviv? C'est étonnant. C'est ça. Xavier l'a rappelé tout à l'heure. C'est pas une guerre en fait pour protéger les frontières de la Russie. Et puis, les médias ont beau dire la Russie menace. En fait, est-ce que les médias français peuvent une seule fois sortir un propos dans la bouche d'un dirigeant politique russe qui menace la France et qui dit clairement, après l'Ukraine, on va venir en France. Personne n'a jamais dit ça. Ça se passe dans la tête en fait de la classe dirigeante et des médias mainstream français. Mais la Russie n'a jamais menacé l'Europe, n'a jamais menacé la France. Voilà. Donc personne n'a envie d'aller mourir pour l'Ukraine. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'une guerre, il faut quand même rappeler qu'une guerre, c'est pas juste une ligne de front avec des soldats qui s'affrontent de chaque côté. Une guerre, c'est aussi un complexe militaro-industriel et c'est aussi un soutien populaire. Est-ce que si Macron déclare la guerre à la Russie, est-ce que les Français accepteront d'envoyer leurs fils, leurs pères, leurs cousins, leurs frères mourir? Parce que, soyons bien clairs, la France n'est pas du tout préparée, même tactiquement. Je parle même pas du complexe militaro-industriel, j'en parlerai un peu plus tard, mais tactiquement, on n'est même pas prêt sur une guerre de cette intensité-là. C'est une guerre d'artillerie. Xavier a diffusé notamment cette semaine une magnifique vidéo d'une préparation militaire à Fréjus. Mars 2025. On est resté sur les standards où on a des colonnes de 20 mecs qui sont les uns derrière les autres. C'est un drone à 5 000 € et il n'y a plus personne de vivant. Tout le monde rentre dans une boîte en carton. Et est-ce que l'opinion publique française acceptera? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que souvent, on dit oui, les Français sont en train de former les Ukrainiens à la guerre. Mais en fait, l'armée ukrainienne, je pense aujourd'hui, c'est elle qui devrait former les armées de l'Union européenne. Fabrice, je me permets de t'interrompre. Zelensky a fait une déclaration, je crois que c'était hier ou avant-hier, dans laquelle il disait que désormais, plus aucun soldat ukrainien n'était formé à l'étranger. Donc je pense que après la brillante réussite de la brigade Anne de Kiev. Non, mais c'est-à-dire que là, il y a une nouvelle composante qui est rentrée dans ce conflit depuis le début, ce sont les drones, et nous, on ne sait pas se battre contre les drones. Or, les drones, c'est la principale composante de la guerre en Ukraine. Voilà. Ensuite, il faut quand même préciser, et ça, je pense que c'est intéressant de le noter par rapport au premier thème qu'on a abordé lors de cette émission sur la dégradation de la note française et sur la dette française à 3 350 milliards d'euros. Qui va payer?
qui va payer les soldats, qui va payer l'équipement, qui va payer les munitions, qui va payer les armements. On est déjà au bord de la ruine. Les Français payent déjà des impôts et des taxes dans tous les sens. Alors, il va falloir augmenter encore les impôts des Français. Les Français sont patients, mais ils ont des limites aussi, si tu vois ce que je veux dire. Une version plus musclée des Gilets jaunes n'est pas à... enfin, voilà, donc tôt ou tard, je vois pas en fait, quand on retourne le problème dans tous les sens, c'est impossible que l'Union européenne rentre en guerre contre la Russie. Et je crois que c'est d'ailleurs ce que Trump aussi ne le veut pas, ça. Alors, il ne veut pas d'une confrontation. Je voudrais juste donner un petit élément supplémentaire. Les Russes et les Biélorusses viennent de faire une manœuvre militaire, où d'ailleurs était invité comme observateur des officiers américains, faut le souligner. Il y avait 100 000 hommes. Donc les Russes mènent une guerre dans l'Ukraine, où donc d'après Vladimir Poutine, il l'a dit hier, il l'a dit il y a 3 jours, il y a 700 000 soldats. Mais en plus, il est capable de faire une manœuvre avec la Biélorussie où il y a 100 000 hommes, c'est-à-dire plus d'un tiers de la totalité de l'armée française. Voilà. Ça, c'est le monde réel, c'est le monde dans lequel on vit réellement. Et donc le monde des déclarations de Macron, de Navrojski, etc., tout ça, de Starmer, de Merz, tout ça, ça n'existe pas. Mais Xavier, justement, je te lance sur cette question. Thierry Marani, encore une fois, dans l'émission de ce mardi, disait Macron la veut, cette guerre, parce que probablement ça pourrait être pour lui la solution pour bypasser cette élection ou cette échéance politique de 2027. Et Macron vit dans son monde. Alors, est-ce qu'il est vraiment informé de la réalité sur le terrain, des forces en présence, etc. Est-ce qu'il est de toute façon suffisamment ou totalement sous emprise de stupéfiants ou d'autres pour ne plus avoir aucun repère réel avec la vraie vie, le vrai monde, pas la Terre X quelque part dans la galaxie, un monde parallèle. Voilà. Disons que c'est une bonne question. Ce qui est clair, c'est que l'ancien chef d'état-major de l'armée, le général Burkhardt, l'a entretenu dans sa folie. Visiblement, en lui mentant sur la situation réelle sur le terrain en Ukraine pour l'armée ukrainienne. Cela dit, à le moment où il va donner l'ordre, je sais pas trop quel ordre d'ailleurs, on y va. Bah là, le nouveau chef d'état-major va être obligé de lui dire en fait, on peut envoyer 2000 hommes, quoi. Oui, mais attends, il l'a dit devant des journalistes. Il a dit, nous serons bien. Il y a un moment où je serai bien obligé d'envoyer des mecs à Odessa. Donc voilà. Ah bah non, je pense que là aussi, en fait, aujourd'hui, ils ont enfin compris. Moi, ce que je dis, enfin, je suis pas le seul depuis 2022. Odessa, c'est stratégique. C'est vraiment autant Kiev. Je pense que l'OTAN se moque de perdre Kiev. Autant Odessa, l'accès à la mer Noire, les principes. Ils ont déjà perdu Sébastopol. Il faut voir qu'en 2014, j'avais pu en parler avec un diplomate américain. Ça a été vécu comme une véritable catastrophe géostratégique, la perte de Sébastopol, sur lequel ils étaient prêts à transformer ça en port de l'OTAN, peu importe la convention de Montreux. Donc ils ont perdu Sébastopol, et là la perte d'Odessa serait une véritable catastrophe pour les projets géopolitiques de la Pologne, de l'Ukraine, économique, etc. Ce serait vraiment une vraie catastrophe. Donc aujourd'hui, effectivement, leur grande peur, c'est Odessa. La ligne rouge qui était fixée par Le Cornu quand il était ministre de la Défense, c'est la démilitarisation de l'Ukraine, qui est une exigence russe. Donc ces deux points-là nous expliquent bien quels sont les buts de guerre aujourd'hui. À la limite, ils s'en moquent de perdre la Nouvelle-Russie, mais hors Odessa. La Nouvelle-Russie, ils ne veulent pas démilitariser l'Ukraine parce qu'ils veulent pouvoir encore utiliser l'Ukraine comme un bélier contre la Russie, et protéger évidemment la ville d'Odessa, pouvoir la maintenir en coupe réglée, en faire une espèce de base militaire. Voilà. Donc effectivement, mais cela dit, même s'il veut faire la guerre, encore une fois, il n'en a pas les moyens. Et en revanche, la question que tu poses, et on peut se la poser aussi pour Zelensky, à quel point est-il conscient de ce qui se passe réellement sur le terrain? Pour moi, une des forces de l'importance de la rencontre au Canada en Alaska, à Anchorage, entre Poutine et Trump, c'est que
Trump a entendu de la bouche de Poutine la réalité du terrain. Et je pense que là, il y a eu une véritable bascule. Et ce qui fait qu'il n'écoute plus des gens comme Kellogg's. Kellogg's vient de faire une déclaration qui considérait, comme le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Kane, que l'Ukraine était en train de gagner la guerre. Donc il faut savoir qu'autour de Trump, il y a des gens qui lui racontent n'importe quoi. Mais heureusement, il y a Witkoff, il y a Tulsi Gabbard, et il a entendu de la bouche de Poutine. Rien que pour ça, en fait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il fait des déclarations. Quand par exemple, il explique OK, je vais mettre des sanctions, mais il faut que vous cessiez d'acheter complètement des hydrocarbures russes. Il sait très bien que c'est impossible. La Turquie, c'est 50% dépendante du gaz et du pétrole russe. La Slovaquie, la Hongrie, c'est extrêmement important. La France est le premier importateur de GNL. Et puis, il n'y a pas de remplaçant. Il n'y a pas de remplaçant. Je suis d'accord avec toi. Je voudrais quand même qu'on discute avec Fabrice avant de clôturer cette émission. On est déjà à plus de 45 minutes. Fabrice, la Nouvelle-Russie dont parlait Xavier, de toute façon, c'est fini. La question, elle se pose même plus. La question est vite répondue, comme disait le fameux blogueur YouTube. Désormais, c'est Odessa la vraie ligne rouge pour Macron, Starmer et von der Leyen. Ouais, pas que pour eux, hein, même pour les Américains, parce que Trump veut la finir, cette guerre. Trump a rappelé après la rencontre en Alaska qu'il a compris qu'en réalité, on ne pouvait pas demander à la Russie de faire un cessez-le-feu, mais qu'on devait aller directement à une signature de paix, parce qu'il a parfaitement compris. Je pense que Poutine lui a expliqué les raisons pour lesquelles la Russie n'avait absolument aucun intérêt à signer un cessez-le-feu. Mais Trump, en fait, ne veut pas non plus que Odessa tombe dans les mains de la Russie, parce qu'il sait. Mais Trump n'ira pas. Trump n'alimente pas le fantasme. Non, il n'alimente pas, mais je pense qu'il va tordre le bras de Zelensky pour signer une paix avant justement que la Russie aille jusqu'à Odessa. Il l'a dit en arrivant sur le chemin de Londres cette semaine. Il a dit, alors qu'il allait prendre l'hélicoptère qui l'amenait à sa base de décollage, il a dit. Zelensky doit trouver un accord. Voilà. Il n'a pas dit Poutine doit trouver un accord, il a dit Zelensky doit trouver un accord. Maintenant, pour revenir sur ce que tu disais, Macron qui menace d'envoyer quelques milliers d'hommes à Odessa. En fait, la Russie a déjà répondu par la voix de Sergueï Lavrov à de multiples reprises. Le jour où il y a un contingent européen occidental qui vient en Ukraine, ça devient une cible légitime. Voilà, point barre. Et ça, il l'a rappelé, mais au moins 10 ou 15 fois depuis 3 ans. Donc, le jour où ça va se passer, le jour où Macron enverra ses forces spéciales à Odessa, d'abord, ça changera strictement rien sur la ligne de front, hein, puisque même si la France a les meilleures forces spéciales du monde, ou en tout cas parmi les meilleures, on peut rien faire quand sur un obus de 150, c'est quoi, c'est 153 mm en Russie, le standard 152. 152. Voilà. Donc, et sur un drone et sur voilà, il faut rappeler quand même que c'est, comme je le disais tout à l'heure, une guerre d'artillerie essentiellement. La Russie possède à au moins 10 fois plus de moyens dans ce domaine-là que l'armée ukrainienne. Donc, c'est vraiment symbolique pour Macron. C'est juste, encore une fois, à mon avis, pour parler, pour prendre la parole, occuper l'espace politique, inquiéter les Français de façon à pouvoir essayer de rester et de s'accrocher au pouvoir en France. Mais en réalité, ça changera strictement rien. Et encore une fois, le seul risque que cela pourrait entraîner, c'est pas pour la Russie, c'est juste que la guerre qui, pour le moment, même si une guerre par procuration entre l'État profond américain et la Russie, que ce conflit s'étende à tout l'OTAN et à l'Union européenne. Et je crois qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne la veulent pas, cette guerre dans l'OTAN, parce que ça ne montrera qu'une seule chose, c'est la faiblesse des armées de l'OTAN. Parce qu'aujourd'hui, on l'a répété à de multiples reprises sur cette chaîne, on n'a pas les moyens ni financiers, ni militaires, ni au niveau des munitions, ni au niveau du matériel pour faire face au rouleau compresseur russe. Merci pour ce mot de la fin. On n'a pas les moyens de nos ambitions, très clairement. Fabrice Orlin, je rappelle à tout le monde qu'on peut suivre ton canal. Tu l'as affiché juste en dessous de ta vidéo. Telegram, donc dans la barre de recherche, vous cherchez Fabrice Orlin attaché.
Sur ton canal, tu parles de quoi? Beaucoup d'actualités géopolitiques, Je Russie parle ou pas beaucoup que? non, pas que de la Russie. Je m'intéresse aussi beaucoup à ce qui se passe au Moyen-Orient. Je pense que ça va être le nouveau point chaud. On a eu la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran. Elle n'est pas terminée, cette guerre. C'est juste une pause qui a été faite. Ça va recommencer, je pense, d'ici peu de temps, d'ici quelques semaines, parce que Netanyahou en a besoin. Il en a encore plus C'est besoin la que théorie Macron a Xavier besoin d'une Moreau, guerre. hein. Netanyahou a plus besoin d'une guerre que Macron en a besoin, c'est pour dire. Ah. Juste C'est la pour théorie, conclure, Xavier, excuse-moi de dire, c'est la théorie, c'est ta théorie, puisque sur notre petit groupe de privé Telegram, là où on prépare les émissions, tu nous l'as dit, je crois, il y a 24 ou 48 heures. Et là, ça va devenir urgent pour lui, encore plus maintenant que son armée, que l'armée israélienne est partie à Gaza City. Ça va être le Stalingrad de l'armée israélienne. Je pense qu'il va vite falloir pour lui changer de sujet et partir sur quelque chose d'autre s'il veut se maintenir au pouvoir. Voilà. Article dans le Wall Street Journal très important qui, d'après, alors c'est le Wall Street Journal, Trump n'était pas au courant de la frappe sur Doha. Pipo. Ah, moi, j'y crois pas. Alors ça, attendez, je crois pas, mais on va pas lancer l'émission, mais non, juste en 2 minutes. Pas 2 minutes, 10 secondes. 30 secondes. Lorsque l'Iran, en représailles, a tapé la base de Doha, tous les missiles antimissiles qui protègent le Qatar sont des missiles antimissiles américains utilisés par les Américains. Lorsque Israël a tapé la base de Doha, enfin pas la base, mais la ville de Doha, aucun missile antimissile n'a été utilisé. Évidemment que les Américains étaient au courant. Et du reste, quand un F-16 décolle d'Israël, les Américains sont au courant. C'est Donald Trump qui n'était pas au courant. Non. Alors Pipo toujours. Je rappelle qu'on a fait un tweet sur Divergence Politique sur X cette semaine. On a dit après le dôme de carton, les missiles en mousse, puisqu'on a vu revenir sur Al Jazeera cette semaine. Eh bien, l'un des personnalités du Hamas qui avait été prétendument grâce au grand succès de cette frappe sur Doha par l'armée israélienne, qui était prétendument mort. Bon, il a ressuscité et c'était en live sur Al Jazeera. Fabrice, on a vu pour ton canal Xavier Moreau, petit mot. Alors cette semaine, quelle est l'actualité que tu nous as préparée, qui est sortie donc vendredi en début d'après-midi sur ton canal pour Stratpol, et puis vendredi soir sur RT en français. De quoi tu nous as parlé dans ces deux émissions? Je suis revenu un peu sur cette. Alors j'ai pas tellement traité le thème qu'on a notamment sur la montée aux extrêmes pour la guerre en Europe, mais en revanche je suis revenu notamment je suis assez content du travail que j'ai fait, où j'ai une fois de plus comme disent les jeunes débunké Alain Bauer, qui expliquait que les Russes sur LCI comme par hasard, qui expliquait que voilà, que les Russes avaient ouvertement renoué avec une politique impérialiste. Ah oui, absolument. Et il citait Karaganov, donc que j'ai interviewé il y a 2 ans à Valdaï. Or, il se trouve que je suis Karaganov, et donc j'ai pu sortir la dernière interview de Karaganov sur la comment dirais-je la vision russe donc de sa politique étrangère. Et c'est exactement le contraire, puisque dans son article, il dit que la Russie impériale n'aurait jamais dû aller sous prétexte de se battre contre l'Angleterre en Asie centrale, qu'elle y a perdu énormément de ressources, que l'URSS n'aurait jamais dû contrôler l'Europe de l'Est parce qu'elle y a perdu énormément de ressources, et que donc les frontières de la Russie devaient se limiter finalement à ces frontières, on va dire, historiques et ethniques, hein, c'est-à-dire mais qui comprennent l'Ukraine, puisque les Ukrainiens, sauf peut-être maintenant les Ukrainiens de l'Ouest, sont des Russes. Donc en fait, il fait du name dropping, pardon pour l'anglicisme. Il balance un nom de la même manière que fait l'IFRI. Tout ce qu'on voit dans les think tanks français, c'est des techniques qui sont prises. C'est-à-dire que personne n'ira vérifier
ce qu'a dit Karaganov. Personne Et n'ira en plus, il y a une deuxième stratégie, c'est que comme ils s'autocitent entre eux, ça Ouais. crédibilise le fait, parce qu'après ils disent, bah non, bah regardez, ça a été repris par tel ou tel média, etc. Ou Mais en alors, fait, c'est voilà. voilà, non, c'est alors comme dans le média indépendant russe, en fait indépendant, quand tu vas vérifier ce média que personne ne connaît, c'est un fanzine qui est financé par alors plus par l'UCED maintenant, mais par l'ANED, par l'Union européenne, etc. Par Donc ils te sortent Soros, etc. avec deux trois paumés russes basés à Vilnius qui balancent une info non prouvée ou même mensongère, et ensuite ils reprennent ça en citant un média indépendant russe. Et donc en fait c'est systématique. Ce qui est intéressant, c'est ce système de mensonge qui est fondé sur le fait que notamment on avait vu ça avec Dominique Minik qui est un chercheur à l'IFRI, il balance des références sur la pensée militaire russe, et quand tu vas ouvrir les références, soit ça n'a absolument rien à voir avec le sujet qu'il évoque, soit c'est le contraire qui est dit dans l'article. Donc en fait, c'est ce que Poutine appelle l'empire du mensonge, et c'est une espèce de méthode de mensonge qui, ça vaudrait le coup d'en faire un mémoire, une thèse. Alors, en tout cas, à défaut d'en faire un mémoire ou une thèse, là, je renvoie exactement à l'émission de jeudi soir avec Nicolas Merkovitch, genre un autre regard. Il a parlé de la propagande occidentale, l'objectif, le but et les méthodes. C'est exactement ça. Allez revoir l'émission de jeudi soir de Nicolas Merkovitch. Vous retrouverez exactement tout ce que Xavier vient de dire. Messieurs, bonne fin de week-end. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, de partager, de vous abonner à la chaîne, enfin toutes les choses vitales pour que on puisse continuer à exister sur les plateformes, notamment comme YouTube. Je vous rappelle, mardi prochain, on se retrouvera dans Mariani 360. Mercredi, alors est-ce qu'on sera déjà? Non, on sera pas le 1er octobre, donc jeudi avec Nicolas Mirkovitch, on aura un nouveau sujet choisi par Nicolas, et puis on se retrouvera dimanche dans une semaine désormais avec vos compères Fabrice Sorlin et Xavier Moreau. Est-ce que tu auras un beau drapeau encore de la Nouvelle-Russie ou quelque chose d'autre? Messieurs, bonne soirée à vous, et je vous dis à bientôt sur Divergence Politique. Au revoir.